Elle est votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Déo. Bonjour Stéphane. Bonjour David. Merci d'être là, directeur de la recherche stratégique monde chez Ostrom Asset Management. Ça y est, il faut en parler, les Américains ont dégainé donc cet embargo. C'est attendu, maintenant c'est officiel depuis hier, sur les exportations de pétrole et de gaz russe. Un boycott pour l'instant auquel les Européens, on en parlera après, ne sont pas associés. C'est Joe Biden qui l'a annoncé. Ils vont se passer donc du pétrole et du gaz russe, mais en même temps, ils en sont nettement moins dépendants que nous. Donc pour eux, c'est moins un problème, j'ai envie de dire. Mais ils l'ont fait, voilà. Oui, ils l'ont fait. Ils n'importent pas de gaz russe et ils importent 8% de leur pétrole de Russie. Voilà, les Voilà, chiffres sont donnés. en fait, il faut quand même rappeler que les États-Unis sont nets exportateurs d'énergie. C'est nouveau d'ailleurs, hein, ça fait quelques années seulement. Ils étaient importateurs nets de manière très très importante il y a 10 ans. Donc c'est une sanction, je vous coupe, c'est une sanction qui ne leur coûte rien en fait. Pour moi, c'est plus un jeu politique. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne leur coûte pas grand-chose. Alors, juste pour être précis, sur le pétrole, ils importent du brut et ils exportent des produits raffinés, en particulier à partir d'Amérique latine, donc, parce qu'ils ont des capacités de raffinement, etc. Mais ils n'ont pas besoin du gaz ni du pétrole russe, très clairement, ils peuvent faire sans. Par contre, il y a eu une réunion de l'Union européenne pour savoir si on allait faire des sanctions, etc. Comme par hasard, ils ont pris la décision quelques heures avant pour mettre la pression sur les Européens. Donc pour moi, cette décision, d'un point de vue économique, honnêtement, ils n'ont pas besoin de gaz russe, ils n'ont pas besoin de pétrole russe. Donc ce n'est pas un impact très important, c'est très symbolique, mais ça met la pression sur les Européens. Ouais. Donc pour moi, c'est plus une question politique qu'économique. Et en termes de politique, quand il dit Joe Biden qu'il assure que cette décision allait porter un nouveau coup puissant à Poutine et au financement de sa guerre contre l'Ukraine, c'est vrai ou pas? Parce que quand on voit la réaction sur les marchés, il n'y a eu pas beaucoup de réactions, le pétrole est passé de 125 à 130 $. Je suis très très impressionné par le montant des sanctions qui ont été prises contre la Russie. Il y a des sanctions politiques, il y a des sanctions économiques, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui sont... Ça n'a pas fait reculer pour l'instant, Poutine? Non, mais ça met une pression absolument faramineuse sur l'économie russe. Qui est proche du défaut, on dit du défaut de paiement, oui, l'économie russe. Le problème, c'est que la Russie a beaucoup de mal à trouver des devises. Ils en trouvent encore, puisque évidemment, ils exportent toujours du gaz. Le pétrole, c'est beaucoup plus compliqué pour des raisons techniques de l'exporter. Mais donc, ils perçoivent toujours des devises extérieures. Donc, il y a deux questions, en fait, sur votre question. La première question, c'est est-ce qu'ils peuvent rembourser? Et la réponse n'est pas du tout évidente, parce que le montant de devises qu'ils perçoivent est quand même relativement limité. Et je vous rappelle que les avoirs de la Banque centrale russe à l'extérieur sont gelés. Oui. Pas tout. Pas tout, non, mais la partie devise en grande partie. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'ils veulent rembourser? Parce qu'ils peuvent très bien dire, écoutez, nous, on doit vous rembourser en dollars ou en euros, vous ne nous donnez pas de dollars ou d'euros, donc on décide de ne pas rembourser. Mais si vous regardez les marchés, maintenant, les CDS, qui sont en fait des contrats qui vous permettent de vous assurer contre le risque de défaut d'un émetteur, ces CDS sont à des niveaux très, très, très élevés. En fait, on price un défaut, de facto. Bon. Donc le marché fait l'hypothèse, pour répondre à votre question, que non, ils ne rembourseront pas. Ouais. Et donc c'est un pari pas trop risqué pour Biden, je reviens à ça, parce que pour le coup, politiquement, si, ça peut être risqué parce que les Américains pourraient lui en vouloir, eux qui sont préoccupés par la poussée d'inflation, d'avoir un embargo qui fait flamber les prix à la pompe. En même temps, je vous dis, 225 $ le baril, on est passé à 130. Vous me direz, c'est énorme, mais ce n'est pas non plus un bond gigantesque. Non, alors, il y a une petite subtilité sur les États-Unis, c'est qu'une fois de plus, ils sont indépendants d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire leur importation nette est, on va dire, zéro. En fait, elles sont légèrement positives. Donc, quand le prix du pétrole progresse, l'impact est très, très différent en Europe. En Europe, le prix du pétrole qui progresse, c'est de facto un pouvoir d'achat qui est raboté, puisqu'il faut payer plus. Aux États-Unis, c'est un transfert de richesse. C'est un transfert de richesse des consommateurs vers les producteurs, en fait. Des pétroles de schiste américains. En partie, effectivement. Plus les compagnies pétrolières, etc., etc. Mais vous voyez, l'effet sur l'économie, de manière générale, est normalement beaucoup, beaucoup plus faible, parce que vous prenez d'une main et vous donnez à l'autre. D'un point de vue politique, vous avez tout à fait raison. Quand on voit les anticipations d'inflation des ménages, malheureusement, on est très, très mauvais, nous, individus, pour prévoir l'inflation, mais ces changements d'anticipation d'inflation sont très liés aux achats récurrents. C'est-à-dire que si le prix de choses que vous achetez une fois tous les 10 ans, comme une voiture, change, ça ne vous impacte pas énormément. Si le prix du pétrole ou de la baguette de pain change, là, vous allez tout de suite percevoir l'inflation. Et c'est ça le risque. C'est un risque qui, vous voyez, une fois de plus,
une histoire plus politique qu'économique. Ouais. Stéphane, sur le cours du Brent qui n'évolue pas trop finalement, qui augmente un tout petit peu après cette décision, 125, Oui. 130. Ah oui, après la décision. Après décision, oui, non. Ouais. Mais c'est pas une surprise quand même de voir, ou alors ça veut dire que le marché l'avait anticipé, mais que moi, on a pu imaginer qu'après cet embargo américain, parce qu'on connaît l'extraterritorialité aussi du droit américain, que voilà, ça pourrait... Non, une fois de plus, vous l'avez dit, ils importent un petit peu de brut. Alors, le point qu'il faut savoir, c'est que, grosso modo, pour les hydrocarbures russes, tout ce qui passe dans un tuyau, c'est facile. Donc le gaz, il arrive en Europe. Ce qu'il faut mettre sur un bateau, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce que les pétroliers ne veulent pas aller charger du pétrole russe, parce qu'ils ne savent pas s'ils pourront le décharger dans une semaine ou dans 15 jours quand ils arriveront dans un port en Europe ou aux États-Unis. Et les banques ne veulent pas assurer. Donc en fait, les exportations de pétrole russe, elles sont considérablement amoindries déjà depuis une semaine. Donc le fait de boycotter quelque chose auquel vous n'avez pas accès, je simplifie, mais c'est quasiment ça, c'est pas vraiment, d'un point de vue économique, purement économique, une fois de plus, c'est pas un changement majeur. Donc la vraie sanction viendrait des Européens. Si, encore une fois, ils suivaient cet embargo, on n'a pas le sentiment qu'à court terme, ça sera le cas, parce qu'il n'y a pas de moyen de se passer déjà du gaz russe à court terme. L'Allemagne en dépend 55%, certains pays comme la Finlande ou la Roumanie, je crois que c'est près de 100%. Si on peut se sevrer, je crois que l'Union européenne a déclaré hier on a compris qu'elle était incapable de se sevrer du jour au lendemain, on ne pourrait pas, mais qu'elle s'est donné comme objectif assez ambitieux de réduire de 2/3 ses achats dès cette année. Alors c'est très difficile, il y a plusieurs utilisations au gaz. Il y a une première utilisation, c'est pour faire de l'électricité. Donc ça, on peut remplacer par des centrales au charbon. C'est pas génial pour la transition énergétique, c'est sûr. Oui, voilà. C'est un peu... Ou il y a aussi des centrales thermiques au pétrole. Donc ça, c'est faisable. Par contre, il y a tout un pan de l'industrie qui dépend du gaz. Et là, c'est quasiment impossible de s'en passer. Donc il faut des terminaux gaziers. On en a pas mal en Europe, donc on peut importer. Mais il y a deux implications. Première implication, c'est que le prix du gaz va structurellement rester plus élevé. C'est-à-dire que importer du gaz de Russie, c'est simple. Vous utilisez un gazoduc qui est amorti depuis 20 ans, donc ça ne coûte pas cher. S'il faut aller chercher du gaz dans le golfe Persique, par exemple, le liquéfier, l'amener en bateau, etc., ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Donc structurellement, le prix du gaz sera plus élevé. Si on doit se passer du gaz russe ? Oui, mais on s'en passera. Je pense qu'on va de toute façon décider de réduire la dépendance au gaz russe, même si par miracle, imaginez que la crise s'achève demain matin, il y aura la volonté, je pense, de diversifier les sources. Et donc diversifier les sources, ça veut dire acheter du gaz plus cher. Bon, ouais. Ouais, et les implications sont très importantes pour l'industrie. Pour l'industrie de la construction, par exemple, a besoin de beaucoup de gaz. Il y a un autre élément qu'on oublie un peu, mais qui va revenir comme un boomerang, c'est l'alimentaire. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de beaucoup de gaz pour faire des engrais. La production d'engrais a baissé de 40%. Quand vous ajoutez à ça que le fait que la Russie, ouais. Je dis la Pas encore. La Russie et l'Ukraine sont des très gros producteurs de blé, on va au-devant d'une crise alimentaire majeure, je pense, dans le monde. Ouais, d'autant que cette flambée des prix des matières premières, encore une fois, ça ne se limite pas à l'énergie. Encore une fois, on parle beaucoup de l'énergie. On a parlé juste avant de ce qui passait sur le cuivre, mais les métaux au sens large, on a le blé. La question, c'est, on se dit bien que tout ça aura un effet récessif. La question, c'est à quelle hauteur ? C'est trop tôt aujourd'hui pour pouvoir mesurer les choses ? Oui, bien sûr. Le ralentissement, le ralentissement, on va avoir plus d'inflation et moins de croissance. Ça, c'est le cocktail. On va y avoir droit. La question, c'est dans quelle proportion ? Et la réponse, c'est, je vais vous faire une réponse d'économiste, ça dépend. Ça dépend de la durée de la crise. Pour pas être trop noir non plus, je voudrais quand même rappeler, 1990, vous avez l'Irak qui a envahi le Koweït. La coalition arrive et en fait, la guerre est très très rapide. Donc on était à l'époque dans dans une situation similaire de ce que l'on vit à l'heure actuelle, avec le pétrole qui était très haut, etc. etc. La puissance de feu de la Russie n'a rien à voir avec celle de l'Irak, en termes militaires. Alors, je ne suis pas un spécialiste, je rappelle quand même qu'en 90, on nous expliquait que l'Irak était la 3e armée du monde. Donc à voir. Mais bon, imaginons que ce soit un problème géopolitique de courte durée, comme ça a été le cas en 1990,
on avait exactement les mêmes débats. Vous êtes trop jeune, vous ne vous souvenez pas. Mais en fin d'année, la France avait 2,9% de croissance, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est ça la variable clé. C'est est-ce que ça va durer ou est-ce que c'est une crise de courte durée? Alors là où je vous rejoins, c'est que ça n'a pas l'air d'être une crise de courte durée. Mais une fois de plus, c'est impossible à prévoir. Et donc on ne peut faire aucune prévision? Non. Honnêtement, je pense qu'il y a trois choses. On sait que la croissance va être impactée. Ouais. On sait que l'inflation va être impactée. Ouais. Et surtout, on sait qu'il va y avoir des effets mémoire. C'est le débat qu'on vient d'avoir. C'est-à-dire le prix du gaz ne reviendra pas au niveau pré-crise. Parce qu'on va être obligé de se diversifier. Donc se diversifier, ça veut dire des sources de gaz plus chères. Mais c'est la même chose pour plus cher parce que l'approvisionnement est plus complexe que des oléoducs, des pipelines qui sont amortis depuis très longtemps. Exactement. Mais vous parliez du nickel tout à l'heure. Il y a le titane aussi. Airbus se fournissait essentiellement en Russie parce que c'est le moins cher. Ils ont des gros problèmes à l'heure actuelle de pénurie de titane. Donc ils vont là aussi se diversifier. Se diversifier, ça veut dire ne pas utiliser systématiquement que le mieux disant en termes de prix. Bon, et sur les marchés, parce que c'est vrai que hier je posais la question, j'avais Christian Parizeau pour Aurel BGC, je lui disais mais c'est pas un point d'entrée intéressant et on est sous 6000 points, jouer le rebond, etc. Il me disait faut attention, pas trop jouer les rebonds à court terme, boum, je dis pas que j'ai raison, mais on s'en fout d'ailleurs ça, mais on fait plus 5% aujourd'hui. Non mais c'est compliqué, c'est quoi, c'est de l'hyper-volatilité ou est-ce que le rebond est pérenne ou c'est juste des mouvements de cours qui, demain ça se trouve on fera du moins 7 et Quand on a des rebonds aussi violents, c'est jamais un très très bon signe. On l'a vu pendant les années 2009-2010, de temps en temps vous avez la bourse qui rebondit, c'est pas forcément un très bon signe. Après, là où je vous rejoins, c'est qu'on a eu quelque chose qui est typique dans ces marchés, qui est que toutes les actions ont baissé de manière indifférenciée. Et donc, je pense en particulier aux bancaires. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un gérant, si vous voulez réduire votre position, vous allez acheter un ETF. Donc un ETF, ça revient à vendre toutes les entreprises de manière indiscriminée. Voilà. Et donc tout le monde est pénalisé autant, alors que de facto, tout le monde n'est pas aussi exposé à la crise, etc., etc. Donc là où je pense qu'il y a quelque chose à faire, c'est ce qu'on appelle du bottom fishing dans notre jargon. Ouais. C'est aller pêcher à l'eau profonde. Il y a certains dossiers qui nous semblent maintenant intéressants. Comme parce qu'ils ont beaucoup baissé. Dans le secteur bancaire, par exemple, dans la distribution, il y a quelques noms qui peuvent être intéressants. Mais un rebond de la bourse, là aussi, je suis désolé de revenir sur ma remarque précédente, ça dépend de la durée de la crise, en fait. Ouais. Et donc à ce niveau-là, aujourd'hui, au niveau où on est, à savoir 6250 points, on se parle à la mi-journée, qu'est-ce qui est anticipé par les marchés, à tort ou à raison, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ce qui est anticipé par les marchés, c'est une politique monétaire ultra-laxiste pendant très longtemps. Même de la Fed? Moi, je suis... Ah oui. Oui. Si vous regardez les anticipations de taux 10 ans par les marchés, à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, jusqu'à 30 ans, si vous regardez les anticipations d'inflation du marché, de l'année prochaine, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous pouvez calculer les taux réels, c'est-à-dire le taux nominal moins l'inflation. Ce taux réel, il est négatif pour toujours, pour les siècles et les siècles. Donc ça veut dire que vous êtes dans un environnement où la Fed reste sur une politique laxiste. Mais moins qu'aujourd'hui. Oui. Puisqu'elle va quand même relever ses taux a priori la semaine prochaine de 25 points. Oui, mais enfin, vous avez l'inflation à 7%. Hein. Alors quand on passe de 0 à 0,25 sur les taux, alors qu'on a 7% d'inflation, on est toujours très, 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 très loin du compte. Je vais vous donner juste une anecdote. Vous vous souvenez peut-être de la règle de Taylor, qui est en fait un moyen de trouver... Entre l'inflation, le taux neutre, c'est ça? Voilà, c'est le taux optimum. La règle de Taylor en Europe, à l'heure actuelle, elle est à 6,5. Pour avoir un taux neutre qui nie, un taux Fed Fund ou taux BCE directeur, qui ni ne soutient ni ne pénalise l'activité. D'après la règle de Taylor. Alors la règle de Taylor, il y a longtemps qu'on l'a mise à la poubelle, mais ça vous donne un peu un ordre de grandeur. Du chemin à parcourir. Alors je pense que... On ne le verra pas. Je serais très très... Il ne faut jamais dire jamais, mais bon, 6,5, ça m'étonnerait qu'on le voit d'ici peu. Mais ça vous donne un ordre de grandeur du montant d'assouplissement monétaire dans lequel on vit encore à l'heure actuelle. Donc en gros, finalement, on ne sait pas. Il faut, en fonction de l'évolution de la situation géopolitique, du conflit, tout ça déterminera. Donc à savoir s'il y a un point bas qui a été atteint, si le rebond il est pérenne, il est sain, si on a touché un plancher, tout ça on ne sait pas en fait.
Moi, ce que je pense, c'est que... modeste, oui, je pense. Ouais. En plus, vous savez, un bon trader, c'est aussi un trader qui sait ne pas trader quand il y a peu de visibilité. Là, la variable en même temps, quand on était à 6400 points, tous les gérants disaient oui, ça continue à monter. Maintenant, il n'y a plus personne pour en acheter. Quand on était à 7004, à 7004, tout le monde disait ouais, les marchés, ça continue à monter, il faut y aller et tout et tout. Et maintenant, il n'y a plus un mec qui va en acheter à 6000. Il y a deux choses, moi, qui... Entre-temps, il y a une guerre, je sais. Oui, il y a deux choses pour moi sur les marchés où je ne suis pas vraiment d'accord. C'est cette politique ultra-laxiste des banques centrales qui est toujours pricée. Je suis désolé, mais avec l'inflation à 8% quasiment aux États-Unis et à 5% en Europe, avec des effets de second rang qui sont en train de monter petit à petit, on va reparler de resserrement monétaire un jour ou l'autre d'ici la fin de l'année. Et le deuxième point, c'est ce que vous dites, c'est qu'en termes de valorisation, si vous êtes un trader intraday ou si vous avez un horizon à une semaine ou deux, honnêtement, on ne sait absolument pas où ça va aller. Mais Par contre, si vous êtes un investisseur de long terme, voilà. Si vous êtes prêt à rentrer petit à petit sur le marché, oui, à un horizon plus lointain, je pense qu'on commence à avoir des valorisations qui sont plus raisonnables maintenant. Bon. Ok, merci de passer nous voir en tout cas. Stéphane Déo, donc le directeur de la recherche stratégique monde chez Ostrum Asset Management, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Stéphane, salut.